Une création, La Voix du Nord. C'est pas du grand banditisme. Ça, c'est vrai, on le comprend assez rapidement. L'idéologie islamiste, on la comprend qu'après, mais en fait, c'est pour ça que ça fout la trouille. C'est parce qu'on sait pas ce que c'est. Et on sait pas ce que c'est, et c'est hyper dangereux, parce qu'ils ont des armes de guerre. Affaires sonores, le podcast des grands dossiers criminels de la région, par Elodie Rabé. Janvier 1996. À Roubaix, des policiers essuient des tirs de Kalachnikov. Les braquages s'enchaînent et quelques semaines plus tard, un fourgon blindé est attaqué au lance-roquettes. Puis une voiture piégée est retrouvée devant le commissariat de Lille. Et enfin, les policiers mènent un assaut hors norme rue Carrette. Dans les 2 premiers épisodes de notre série consacrée à cette affaire, nous vous avons raconté les faits. La violence, la traque, les procès. Mais une question reste. Pourquoi cette affaire résonne encore dans notre société 30 ans après ? Le terrorisme moderne aurait-il commencé là, bien avant 2015, bien avant Daesh ? Dans cet épisode, on va tenter de comprendre pourquoi le gang de Roubaix est aujourd'hui considéré comme un des actes de naissance du terrorisme français. On en parle avec Éric Dussart, ancien grand reporter à La Voix du Nord, qui a couvert l'affaire, mais aussi l'ensemble de la vague terroriste qui a touché le monde occidental ces dernières années, et Antoine Masse, journaliste au service régional de la rédaction, qui était notamment au procès de Sédik Ben Balouli, dernier membre du gang, jugé fin 2025, après des années de cavale. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, je me tourne vers toi, Éric. Quand tu couvres l'affaire du gang de Roubaix à l'époque, en 1996, tu es un journaliste déjà aguerri. Est-ce que tu comprends tout de suite ce qui se passe ? On parle de braquage, mais avec des armes de guerre. C'est pour le moins inhabituel à l'époque ? C'est inhabituel, oui, c'est sûr. Et le souvenir que j'ai, c'est la sidération des policiers, qui était pourtant pas n'importe qui. C'est la brigade criminelle de la PJ de Lille à cette époque-là. Ce sont des gens dont on parle encore aujourd'hui parce que ils ont résolu vraiment de grosses affaires. Et la surprise, leur sidération en fait, c'est ce mot-là que j'utilise, elle vient du fait que, oui, c'est des braquages, généralement pas très fructueux, mais à l'arme lourde. Des armes dont ils ne connaissaient pas, je parle des policiers, dont ils ne connaissaient pas l'existence ici dans cette métropole. Il y avait une disproportion totale entre les actions qu'ils menaient et les armes dont ils disposaient, et tout de suite, ils ont estimé que c'était des gens très dangereux avant de comprendre effectivement toute l'idéologie qu'il y avait derrière. Mais là, il y a eu quelque chose de l'ordre de... On laisse tomber tout le reste, parce que là, il nous arrive quelque chose qu'on ne maîtrise pas, mais qui est très grave. Toi, en tant que journaliste, tu comprends aussi tout de suite que c'est pas du grand banditisme, mais que c'est autre chose ? En fait, il y a le comportement qui nous est rapporté par les témoins, les gens qui se sont fait braquer. C'est trop amateur pour être du grand banditisme. Il faut trouver une autre explication. En fait, c'est ça qu'on se dit à ce moment-là. Voilà. Et puis après, il y a le drame du meurtre de Hamoud Fedal dans une rue de Roubaix. Ça correspond pas du tout aux critères, parce qu'à cette époque-là, il y avait des gangs de braqueurs. Enfin, je pense à des gens comme Farid Tir, toutes ces bandes-là. Jamais un Farid Tir n'aurait tiré sur Hamoud Fedal dans une rue de Roubaix. Donc, c'est pas du tout le même état d'esprit. Non, c'est pas du grand banditisme. Ça, c'est vrai, on le comprend assez rapidement. L'idéologie islamiste, on la comprend qu'après, mais en fait, c'est pour ça que ça fout la trouille. C'est parce qu'on sait pas ce que c'est. Et on sait pas ce que c'est, et c'est hyper dangereux, parce qu'ils ont des armes de guerre. Et est-ce que c'est l'attentat raté devant le commissariat de Lille qui fait basculer la lecture à ce moment-là ? Là, c'est plus pareil. Là, c'est la voiture piégée avec une bombe dedans, pas très loin d'une sortie de métro et en face du commissariat central. Si vous appelez pas ça du terrorisme, alors on comprend plus rien, quoi. Donc, effectivement, ils n'ont pas été jugés par une juridiction spéciale qui juge les actes de terrorisme, mais par la cour d'assises de Douai. Ça serait un peu long à expliquer, mais c'est Jacques Chirac, à l'époque président, qui n'a pas voulu qu'on taxe ça de terrorisme, parce que Lille allait accueillir un G7 le lendemain et qu'il fallait surtout pas affoler les gens. Mais là, il bascule. Ce jour-là, il bascule. Et quand on sait après, si les bouteilles de gaz n'explosent pas, c'est pas de leur fait. C'est juste parce qu'ils se sont plantés dans la préparation de la mise à feu. Donc, d'ailleurs, ça précipite tellement les choses que le lendemain, le raid intervient rue Carrette. Il y a une espèce de fuite en avant qui est plus maîtrisée. Ça devient délirant, quoi. Et effectivement, il fallait absolument intervenir à ce moment-là. Est-ce que selon vous, justement, si cette affaire se produisait aujourd'hui, est-ce qu'elle serait immédiatement qualifiée de terroriste ? Ouais, mais aujourd'hui, c'est plus pareil, Elodie. Si on se replace en 1996, on a vécu une vague d'attentats terroristes dans le métro parisien l'année précédente, qui n'a pas du tout la même origine, puisque ce sont des gens du GIA,
algériens qui ont frappé dans le métro, hein. Là, c'est plus du tout ça. Donc ça n'a plus du tout la même origine. Donc c'est quelque chose, c'est une autre genèse en fait. Mais quand on fouille dans l'histoire de cette dizaine de types qui ont composé le gang de Roubaix, en fait, en Bosnie, là-bas, et dans leurs différentes pérégrinations, ils ont croisé des gens qu'on retrouve après, peut-être pas dans les premiers rôles, mais qu'on retrouve après dans la constitution d'Al-Qaïda. Ils ont une histoire qui est neuve à ce moment-là, mais qui va se transformer après, avec d'autres queues, mais qui va se transformer après par le vrai terrorisme qu'on a connu. Et après Al-Qaïda, ça sera Daesh, enfin c'est une autre genèse aussi. Mais aujourd'hui, on a tellement souffert du terrorisme, on l'a tellement disséqué, étudié, et avec tout le temps qu'on y a passé à l'étudier, on a aujourd'hui conscience que le terrorisme est toujours potentiellement parmi nous, et forcément qu'on aurait réagi autrement, mais là c'était le tout début, donc il y a eu plusieurs semaines d'incertitude et puis pour certains de travail avant d'avoir cette certitude. C'est le début, c'est des braquages, il n'y a pas de revendication, on n'a pas connaissance des réseaux, comment ça marche. Alors a posteriori, on peut toujours reconstruire en se disant qu'il y a une analogie entre le fait d'aller en Bosnie à l'époque et de revenir, avec les gens qui sont partis en Syrie plus tard. Je pense que c'était formellement impossible en janvier-février 96 de se dire c'est un groupe terroriste. Rien ne le laisse penser, on peut deviner qu'il y a un truc un peu inhabituel, mais c'est impossible de dire que ces gens-là ont été formés quelque part, ont rencontré des gens, se sont radicalisés potentiellement, c'est impossible à dire, c'est l'enquête qui le montrera plus tard. Et toi, justement, Antoine, tu as couvert le dernier procès relatif au gang de Roubaix. Est-ce que ce flou existe encore aujourd'hui pour les autorités judiciaires? Est-ce qu'on parle de terrorisme dans la cour d'assises? Non, pas du tout. Alors, parce qu'on va parler d'une vérité judiciaire, Sédic Ben Balouli, son procès fin 2025, il n'est pas du tout jugé pour terrorisme. Il est jugé pour la fusillade du parking des Cascades à Croix, 27 janvier 96. Point de départ un peu médiatique peut-être du truc, parce que tout d'un coup, des policiers se font tirer dessus à l'arme de guerre, avec des armes automatiques qu'on ne retrouvait pas dans la rue tous les jours, comme un peu on peut retrouver aujourd'hui parfois. C'était pas le cas du tout. Il était jugé pour ces faits-là, donc c'est tentative d'homicide sur des policiers en fait. Il est jugé pour ça. Alors évidemment, on tourne autour pendant les débats, mais il n'est pas jugé pour ça. Donc on ne parle pas de filière, de radicalisation, on va en parler un peu dans sa personnalité, dans son parcours. Mais ce qu'on veut savoir à ce moment-là dans ce procès, c'est est-ce que c'est son sang qu'on retrouve sur le parking? Pourquoi il a tiré sur les policiers? Pourquoi il a essayé de revenir? Qu'est-ce qui se serait passé si ses camarades n'étaient pas revenus le chercher? Mais on ne parle pas de terrorisme, parce qu'il n'est pas jugé pour ça, tout simplement. Justement, quand on regarde leur profil à ces 10 jeunes de l'époque impliqués dans le gang de Roubaix, c'était des jeunes pas forcément criminels, en tout cas pas des professionnels du crime, ils étaient bien intégrés. Est-ce qu'on est déjà dans les profils justement qu'on retrouve aujourd'hui? Il y a la particularité, c'est qu'il y a des profils très différents, hein, vraiment très différents, de Caz et Dumont à... Je pense à Houssine Bendaoui, par exemple. Moi, j'ai le souvenir d'avoir vu défiler ses frères et sœurs qui étaient désemparés, totalement désemparés. La famille Bendaoui, c'est une famille intégrée. Je pense qu'il y a un frère qui était ingénieur, une sœur qui était enseignante. Enfin, voilà. Et pourquoi Houssine Bendaoui tombe dans ces exactions-là? C'est pas du tout les mêmes personnalités que Mouloud Bouguelane, par exemple. Mouloud Bouguelane, qui était un garçon voilà, qui a été placé dans une famille d'accueil. Là aussi, je me souviens, il y a une scène terrible avec cette assistante maternelle qui avait recueilli Mouloud Bouguelane. Il l'appelait maman et elle va jusqu'à dire qu'elle veut plus entendre parler de lui et qu'il a tout gâché, qu'il a tout cassé. C'est des histoires de vie. Ça n'a rien à voir quoi, avec les autres, hein, des 4 qui sont morts dans les flammes de la maison de la rue Carrette. Alors, il faut surtout pas oublier que, Dumont Bouguelane aussi, il y a eu cette expérience en Bosnie. Et ça aussi, c'est fondateur de la violence qui sera là l'heure après, hein, parce que ce qu'ils ont vécu là-bas et pour certains, ce à quoi ils ont participé, la brigade à laquelle ils ont appartenu, c'était l'une des plus violentes, des plus craintes de toute cette période de 96 là, dans ce qu'était la guerre dans les Balkans. Hein. C'est les gens qui étaient avec eux, autour d'eux, qui les emmenaient. Ils ont connu des crimes atroces, des crimes de guerre atroces. Et ils ont vécu tout ça, eux. Et forcément, quand on revient de quelques mois là-bas, bon, on n'est plus tout à fait pareil. Et je pense que c'est en ça, peut-être, qu'on a retrouvé certains des terroristes d'après, mais après, il y a eu, en 30 ans, il s'est passé tellement de choses. Après, il y a eu les terroristes qui se sont radicalisés et formés sur le web. Hein.
Ça, c'est la version d'aujourd'hui. Ouais, Les ça, derniers qu'on a exactement. arrêtés, entre guillemets, pour le projet d'Azanta qui a été déjoué à côté de la prison de Langness, visiblement, c'est pareil, 2 jeunes gens de la métropole lilloise, visiblement de Roubaix, qui se sont radicalisés, d'après ce qu'on entend, seuls dans leur coin, sur Internet, sur TikTok, en regardant des vidéos, en ayant des contacts lointains sur WhatsApp ou sur des canaux de discussion avec des gens à Bruxelles ou ailleurs, mais c'est pas des gens qui sont partis se former en Bosnie ou Non. qui sont partis en Syrie et revenus. Ouais, c'est ça. C'est des profils, donc on l'a dit, très différents entre les 10 hommes impliqués. Sédic Ben Balouli, justement, que tu as vu, toi, en salle d'audience très rapidement, puisqu'il n'a pas beaucoup apparu. Non, très peu, ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui, par exemple, puisqu'on peut le voir, lui, aujourd'hui, 30 ans après? C'est un grand type, assez grand, quasiment 1m85, 1m90, très sec, mais costaud, rasé, grande barbe. Et il veut pas s'expliquer, en fait. Il veut pas s'expliquer, sans doute parce que comme tous les autres, ils n'ont pas du tout envie de parler de ça, et encore moins 30 ans après. Mais aussi, sans rentrer dans les détails, parce qu'il conteste la façon dont il a été renvoyé des États-Unis. Je dis bien renvoyé, pas extradé, parce qu'il n'a pas été extradé. Et qui conteste ça. Donc très vite, on le voit partir du box. Il fait mine de s'en aller. Les gardiens l'attrapent et voilà, il revient une fois ou deux, mais il s'explique jamais. Quand il revient, c'est toujours pour dire je conteste ce procès, je n'ai pas à être là, mes droits sont bafoués, tout ça. Sédic Ben Balouli, il y a aussi une image frappante, c'est que son frère est venu à l'audience. Et on montre une photo de Sédic Ben Balouli récente, et son frère la regarde. Non, je ne sais pas qui c'est. Et voilà, Sédic Ben Balouli, en fait, personne ne sait qui c'est, et même son frère, quoi. Et pourtant, on a quelques éléments. Voilà, c'est un mec quelques mois plus vieux que Dumont, qui a grandi aussi à Roubaix. Une cinquantaine d'années aujourd'hui. Voilà, famille nombreuse, papa qui bosse dans les filatures, mère au foyer, tout ça. Des parents qui partent assez vite, ils grandissent tout seuls. Il fréquente la même mosquée. Il va aussi en Bosnie, visiblement peut-être un peu moins casé Dumont. Participe à toute cette dynamique de groupe du gang de Roubaix. Et puis il disparaît avant les autres. On a quelques traces de lui, on le voit en Afrique. Il borne, entre guillemets, en Italie, en Belgique. Il disparaît des radars vers 2018 à peu près, on n'a plus de nouvelles. Et puis tout d'un coup, un jour, je crois que c'est 2023, fin 2023, on apprend qu'il a refait surface, en fait, tout simplement. Et sur un truc hallucinant, c'est-à-dire qu'il était aux États-Unis. Il a pris un vol en janvier 2023 pour faire New York-Bruxelles, Bruxelles-Alger pour aller rejoindre son père, c'est ce qu'il dit. Il est arrivé à Bruxelles, les Belges ont dit ce passeport, on n'y croit pas, c'était au nom de Zakaria Shemsi, voilà, personne connaît. Il est renvoyé aux États-Unis, il est placé en centre de rétention et ça va durer longtemps. Puis finalement, il est renvoyé, en fait, il est expulsé, il n'est pas extradé. Et c'est ce type-là qu'on découvre, et même à l'audience pendant une semaine, on a très peu d'éléments. C'est juste que le mec, ce que je viens de vous raconter, et il était réparateur auto à Philadelphie. Point. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a vécu? Est-ce qu'il a continué à avoir des activités diverses et variées dans certains réseaux? Est-ce qu'il... Pas du tout, on n'en sait rien. C'est ça qui est assez étonnant avec les personnages, si je peux dire, du gang de Roubaix, c'est qu'en fait, il y a encore beaucoup de mystères autour d'eux. Je pense aussi à Lionel Dumont, vous avez tous les deux travaillé sur lui, ce chouette gamin, entre guillemets, de Tourcoing à l'époque, qui s'est radicalisé ici aussi. Il a aujourd'hui une cinquantaine d'années, il est sorti de prison. C'est une des figures les plus énigmatiques de l'affaire. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui aujourd'hui? Alors, formellement, on peut dire qu'il habite dans la métropole lilloise, qu'il travaille, qu'il est là, qu'il a purgé sa peine. Pour le reste, on peut pas dire grand-chose parce qu'on sait pas grand-chose. Voilà. On l'a revu récemment au procès de Sédic Ben Balouli. Et en fait, on le redécouvre à ce moment-là et c'est un type tout à fait normal, petite barbe taillée, petites lunettes, cheveux mi-courts. Ce qui est marquant, c'est qu'en fait, il est assez volubile. Il raconte plein de trucs. Mais en fait, il dit rien. Rien. On n'apprendra rien. Rien du tout. Et moi, ça m'a marqué de parler autant, de faire autant de phrases bien tournées, d'avoir de l'humour, presque du charme, et de ne rien dire. Et est-ce que ce genre de profil, Sédic Ben Balouli, Lionel Dumont, on peut les comparer aujourd'hui à des Salah Abdeslam, par exemple? La comparaison, là, forcément, c'est limite parce que c'est pas la même histoire. Ça n'a pas les mêmes histoires de vie. Enfin, chez les Abdeslam, on n'était pas malheureux non plus. Voilà, moi, j'ai eu l'occasion de voir comment on vivait, de côtoyer un plus vieux frère et une plus vieille sœur. Les deux, Salah et Ibrahim, qui ont participé aux attentats du 13 novembre, sont encore une fois, là aussi, c'est pareil. Ça, on peut le plaquer, par exemple. Sont les deux seuls d'une famille bien intégrée, sont les deux seuls qui ont dérivé. Après, il y a toute une plongée là dans les réseaux syriens qui s'est pas fait du tout de la même manière. Mais eux, en fait, ils ont plongé par procuration. C'est pas, ils sont pas allés combattre là-bas. Voilà. Ça doit nous effrayer plus, à mon avis, parce que l'idéologie
c'est pas eux qui sont allés la chercher, elle est venue s'implanter chez nous. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de jeunes de ce pays qui sont allés en Syrie que de jeunes qui sont allés en Bosnie. C'est pas la même histoire, quoi. Mais c'est aussi une question d'époque, hein. Oui, il y a un contexte. Ben Balouli, par exemple, il a un parcours de vie qui fait qu'en 93, il perd un de ses frères en Algérie. C'est compliqué, c'est des Ali Noirs, c'est les Ali Noirs GIA, tout ça. Et son frère est mort, tué sur un barrage des autorités algériennes. Bon, bah voilà, il y a un contexte aussi. Voilà, perdre son frère dans une fusillade avec l'armée algérienne. Alors, est-ce qu'ils étaient de quel côté, les frères Ben Balouli? On ne sait pas trop. C'est des expériences de vie aussi qui peuvent potentiellement vous donner un petit coup de pouce pour basculer vers quelque chose. C'est différent de Salah Abdeslam. Ouais. Oui, le fait d'être allé là-bas, d'être allé en Bosnie, de revenir un peu comme un traumatisé de guerre, en fait, ça explique aussi certaines choses, alors qu'aujourd'hui, la radicalisation est plus rapide, plus locale grâce aux réseaux sociaux aussi. Finalement, ça a entraîné d'autres choses aujourd'hui? Ça a entraîné d'autres choses parce que effectivement, les outils ne sont pas les mêmes. Dans les terroristes qui ont participé aux attentats du 13 novembre, par exemple. Et on les voyait de là-bas. C'est-à-dire que ça aussi, ça n'existait pas en 96. Ils envoyaient sur les réseaux sociaux des images comme ça qui étaient terribles. Et tout ça est venu effectivement par des images qu'on ne pouvait pas véhiculer 25 ans avant. Ça a pénétré, ça a insinué notre société bien plus facilement, cette histoire de Daesh. Une fois le conflit en Bosnie terminé, il en est resté assez peu pour se sentir encore concerné, des gens qui y avaient participé. Or, regardez, la Syrie, c'est pas fini, quoi. C'est pas fini, et il y a encore des ramifications de tous ces réseaux-là. C'est quand même autre chose, et dans l'action terroriste, et dans la durée. Au-delà des hommes, ce qui frappe dans cette affaire, c'est aussi le niveau de violence. Tu le disais tout à l'heure, Éric, c'est le début de l'apparition des Kalachnikov. Là, on parle aussi de lance-roquettes, d'affrontements très violents avec la police, avec des rafales de tirs impressionnantes. Est-ce que ça annonce déjà les formes de violence qu'on verra ensuite? Déjà, il y a une évolution avec ce qu'on a vu un an plus tôt dans le métro parisien, où c'était des petites bonbonnes de gaz, là. Et on passe de ça à un an après, même pas d'ailleurs, on passe de juillet 95 à février 96, on passe de ça à des armes de guerre. Après, si vous voulez, on peut parler de 2001, où là, on attaque les Twin Towers avec des avions. Voilà, c'est encore autre chose, quoi. La violence appelle la violence, en fait. Malheureusement, on voit pas très bien où est la limite. Eux, ce qui était nouveau, c'est que ils avaient ramené avec eux, je parle du Mont Bouguelan, Kaz et 2-3 autres, ils avaient ramené ici les fruits de cette violence qu'ils avaient vécue, de ces horreurs qu'ils ont vécues là-bas en Bosnie. En janvier 2015, dans l'attentat de Charlie Hebdo, il y a encore des armes qui viennent de Bosnie. En ça, les Dumont, Kaz et compagnie, ils sont précurseurs, parce que c'est eux en premier qui ramènent des armes de là-bas. Lors de l'assaut de la rue Carrette aussi, certains choisissent de mourir plutôt que de se rendre. On en a parlé, il y aura 4 morts dans la maison incendiée. Est-ce que c'est cette logique de martyr finalement qui est déjà là dès 96? Les policiers eux-mêmes le disent, le raid ne connaîtra ce niveau de résistance, parce que je rappelle que l'assaut a duré 1h30, il ne connaîtra ce niveau de résistance qu'en 2015. Ça t'a marqué toi à l'époque, ça? Mais c'est monstrueux, moi. J'ai l'impression d'avoir encore des cris dans la tête. J'ai le sentiment d'avoir entendu les cris de ces 4 mecs. C'était les policiers qui leur proposaient d'arrêter de tirer pour qu'ils sortent, parce que vous allez mourir, là, ça brûle, en fait. Voilà. Et la réponse est non, quoi. Non, on préfère mourir là, brûler vif, là. C'est non, on va jusqu'au bout du délire, voilà. Et c'est probablement après, dans ce qu'on en a su après, mu par une idéologie religieuse. Après, les 2 frères Kouachi, ils décident de mourir sous les balles de la BRI et du RAID au moment où ils sont enfermés dans cette imprimerie. C'est eux aussi. Et tous les membres du commando du 13 novembre disent « on va mourir en martyr ». Et c'est comme ça, eux choisissent de mourir. Ça prend en tout cas un autre sens, évidemment, après tout ce que tu as couvert ensuite, en fait. Oui, ça prend un autre sens. Enfin, ce qui est curieux, c'est que tout ce qu'on a couvert ensuite, ça pousse à revenir au gang de Roubaix, à se souvenir de ce qui s'est passé, cette violence, ce jusqu'au boutisme-là. Moi, j'y étais pas prêt. Enfin, alors oui, j'ai souvent eu le réflexe, en fait, d'y revenir et de dire ouais, quand j'ai vu cette détermination à mourir dans les flammes, je suis tombé de très haut, là. Est-ce que du côté des forces de l'ordre, cette affaire a aussi changé la manière dont la police et la justice abordent ces profils? Est-ce qu'il y a eu un avant, un après Roubaix, ou est-ce que les vraies évolutions, elles arrivent plus tard?
La criminalité, qu'elle soit terroriste ou pas, elle invente des choses, des manières de faire et on sait aujourd'hui que, la police sait s'adapter, mais il faut qu'elle s'adapte. Voilà, il faut le temps. Alors oui, il a fallu effectivement qu'ils s'adaptent à ça. Moi, je crois qu'ils l'ont fait, c'est un de leurs mérites, hein. Et la justice, alors la justice, elle a des armes, qui longtemps ont été les mêmes pour, ces formes de criminalité différentes. Il a fallu adapter. La criminalité terroriste est venue dans le code pénal, petit à petit et par l'action de ministres et de magistrats qui ont pris ça en main, quoi, et de législateurs, hein, de députés, de sénateurs qui ont porté des textes qui ont adapté la justice, à une forme de criminalité. Mais en tout cas, la police et la justice de ce pays se sont adaptés à des nouvelles formes de criminalité et de terrorisme. Antoine, est-ce que tu as trouvé, toi, au dernier procès, là, fin 2025, que la vision des choses et que le regard, en tout cas, a changé sur les faits pour la justice depuis le procès de 2001, par exemple? Il y a beaucoup d'années qui sont passées, 30 ans. Et en fait, au fond, ce procès, sur les faits en lui-même et peut-être au-delà sur le fonctionnement du gang de Roubaix, était assez décevant. Sauf à dire que personne ne veut en parler, qu'ils avaient des trous de mémoire. Ils avaient surtout tous pas envie d'en parler. Le truc intéressant pour moi, c'était de revoir ces têtes-là. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, qu'est-ce qu'ils font, comment ils s'entendent encore. Donc je sais pas si le regard a changé. En tout cas, ce procès-là, voilà, on reste un peu sur sa fin, quoi. Voilà. Pour répondre à ta question, sur l'évolution, entre, par exemple, la manière dont on nous racontait ce qui se passait en 96 au moment du gang de Roubaix. Enfin, moi, je me souviens que c'est le ministre de l'Intérieur de l'époque, Jean-Louis Debré, qui a fait un déplacement à Lille pour venir nous expliquer, entre autres d'ailleurs, qu'il c'est pas de terrorisme parce que bon, on a posé une bombe, d'accord, mais c'est du droit commun. Enfin, et là, je me souviens de la tête ahurie des policiers derrière lui, hein, c'était leur ministre, hein. Donc, c'est le ministre de l'Intérieur à cette époque-là qui vient quasiment, qui veut nous dire ce qu'il faut écrire. Et souvenez-vous, en 2015 ou en 2016, des conférences de presse de François Molins, hein, procureur de la République de Paris, c'est quand même tout autre chose, hein. Et là, elle s'est adaptée, elle s'est enrichie jusque-là. C'est-à-dire qu'elle n'avait plus peur de communiquer parce qu'elle maîtrisait son affaire, la justice antiterroriste. 30 ans après, en tout cas, c'est important de ne pas oublier cette affaire pour justement se rappeler des prémices de tout ça. C'est quand même important de savoir que ça s'est passé comme ça. Et puis pour nous qui sommes ici aussi, parce que cet environnement, on le connaissait à cette époque-là, on le connaît aujourd'hui. Et puis c'est important aussi de savoir qu'on n'est pas guéri, hein. La société, elle n'est pas guérie de ce genre de risque, hein. Merci beaucoup à vous deux pour ces éclairages passionnants sur cette affaire hors norme. Vous pouvez retrouver l'intégralité de notre série sur notre site internet ou sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé ces épisodes, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des commentaires. Affaires sonores, c'est le podcast de La Voix du Nord qui raconte les grandes affaires criminelles de la région.